Salam alaikum, Azulf Laoun, bonsoir. Hier, dans l'après-midi, s'est éteint le général Khaled Nazar, l'ex-ministre de la Défense nationale et l'homme fort du régime algérien. 24 heures après que l'ONG Trial International a annoncé que le procès de Nazar se tiendra à Bellinzone en Suisse entre le 17 juin et le 19 juillet 2024. Après 12 ans de procédure, il devait répondre à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité formulées par le ministère public de la Confédération à son encontre. À l'annonce de ce procès, en août dernier, le ministre des Affaires étrangères algérien avait élevé une protestation auprès des autorités suisses. Le général Khaled Nazar a été inhumé cet après-midi au cimetière d'El Alia à Alger. Les obsèques se sont déroulées en présence des autorités civiles et militaires, en tête desquelles le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui, le chef d'état-major, le général d'armée Saïd Chingriha, le directeur de cabinet par intérim à la présidence de la République, Boualem, et des membres du gouvernement. Notons que le chef d'État Al-Majid Tebboune était absent. Khaled Nazar, né le 25 décembre 1937 à Syriana, dans la wilaya de Batna, a occupé le poste de chef d'état-major de l'armée nationale populaire de 88 à 90, puis ministre de la Défense nationale entre 90 et 93, avant de prendre sa retraite. Nazar avait intégré l'école militaire préparatoire de Miliana en 1949, puis celle de l'Qouléa en 1950 et enfin celle d'Aix en Provence de 1951 à 1953. Il rejoint alors l'école de Strasbourg, puis l'école nationale des sous-officiers d'active à Saint-Maxien, l'école, où il sort sous-officier le 27 avril 1958. Il déserte de l'armée française et rejoint l'armée de libération nationale. Nommé commandant des forces terrestres en 1986, le 16 novembre 1988, il est nommé chef d'état-major de l'AMP juste après les événements du 5 octobre 1988. Le 12 janvier 1992, Khaled Nazar est le principal artisan du coup d'État qui interrompt le processus électoral. Président Chadli Ben Jdid démissionne la veille et un haut comité d'État, le HCE, est mis en place de 1992 à 1994. Khaled Nazar a été l'un des 5 membres de ce haut comité d'État HCE présidé par Mohamed Boudiaf. Après l'assassinat de ce dernier, le 29 juin 1992, Ali Kafi, représentant du FLN, le remplace à la présidence du HCE, dont le général Nazar reste le principal membre. Le général Nazar s'était officiellement retiré de la vie publique, tout en continuant à jouer un rôle actif décisif dans les coulisses. Le décès de Khaled Nazar a suscité des réactions contrastées en Algérie. Certains voient en lui un patriote qui a œuvré pour la stabilité de la nation, tandis que d'autres rappellent les violences et les souffrances engendrées par la politique sécuritaire durant la décennie noire. La mort de Khaled Nazar marque-t-elle la fin d'une époque et redonne de l'actualité à l'histoire douloureuse de la décennie noire en Algérie? Ses actions et ses responsabilités pendant cette période suscitent encore de vifs débats et soulèvent des questions sur la réconciliation nationale et la justice. Il revient désormais aux tribunaux de décider de son héritage judiciaire. Quoi qu'il en soit, son décès marque une page tournée dans l'histoire de notre pays, mais laisse derrière lui des questionnements sur cette période troublée. Mais son influence au sein d'un système érigé contre la volonté populaire. Le général Khaled Nazar meurt avant d'être jugé en Suisse en juin. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à ceux qui nous suivent, Inch'Allah. Barakallahu fik, marhaba bik, c'est Mohamed. On aura aussi le plaisir d'accueillir Madame Nassira Dutour, présidente du collectif des familles
des disparus en Algérie. Elle est avec nous aussi par téléphone depuis Paris. Madame Nassira Dutour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Barakallahu fik, merci. On aura aussi le plaisir d'accueillir professeur El-Houari Addi, professeur émérite en sociologie à Sciences Po de Lyon. Il sera avec nous dans cette émission aussi, la deuxième partie de cette émission. Et monsieur Karim Tabou, opposant politique, il sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone. Nassira Dutour, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous défendez bien sûr le collectif des familles. Vous défendez le collectif des familles disparues en Algérie dans les années 90. La mort de Khaled Nazar, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Une grosse déception. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je commence par la déception. C'est vraiment une grosse déception. Comme vous l'avez bien dit, le matin, je me réveille avec la bonne nouvelle que le procès aura enfin lieu. Ce procès tant attendu, qui a suscité beaucoup d'espoir pour nous, les familles disparues. On s'est dit que peut-être enfin, ce monsieur allait avoir des remords et dire la vérité, qu'on allait enfin peut-être savoir un petit bout de la vérité, au moins celui que nous ne connaisserons pas. Mais malheureusement, la journée se termine avec la nouvelle que Nazar est décédé. C'est l'ironie du sort qui nous poursuit. Franchement, sur le coup, je me suis dit, c'est un complot. Est-ce qu'il est vraiment mort de mort naturelle? C'est quand même bizarre que le jour où on apprend la nouvelle que son procès a été fixé, il meurt, alors qu'on l'annonçait mourant depuis tout le début. Mais bon, c'est comme ça, on doute un peu de tout. Malheureusement, avec les chemins épineux qu'on a traversés depuis tant d'années, on ne peut plus croire en rien. Mais on continue notre combat. C'est pas pour là. Je suis pas d'accord. Dans votre exposé, vous expliquez que avec la mort de Khaled Nazar, une page est tournée. Non, c'est pas parce que Khaled Nazar est mort que la page est tournée. Nous, on est toujours là. Nous avons marqué l'histoire. Et l'histoire est écrite. De toute façon, même si elle n'est pas écrite officiellement, elle est écrite partout dans le monde entier. Elle est écrite dans des archives de presse. Elle est écrite dans des revues administratives, dans des revues académique, elle est écrite partout, notre histoire. Donc la page n'est pas tournée, elle ne sera tournée que lorsque cette histoire sera écrite. Une fois que la vérité sera faite et que l'histoire est écrite, on pourra tourner la page. Mais c'est pas parce que nous sommes partis que la page est tournée, non. L'histoire reste. Nous sommes encore là. Et tant que nous serons là, nous continuerons d'exister. Et la question des disparus restera posée. Elle restera posée, elle restera une épine. J'espère qu'il est parti avec l'image de toutes ces personnes qui ont été enlevées, torturées, peut-être mortes sous la torture. On ne sait pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au cimetière de la Halia, là où il a été enterré, heureusement qu'il y a quand même Dieu qui est là. Et au cimetière de la Halia, il y a 3000 tombes physiques, des tombes anonymes, on ne sait pas qui y a dedans. C'est peut-être nos enfants, mais au moins, alhamdoulilah, on est au même niveau, au niveau d'un cimetière. Sauf que eux, les grands chefs d'État et les soi-disant grands chefs, les personnalités sont à l'entrée du cimetière, enterrés dans du marbre, et que nos enfants sont des tombes anonymes sous les broussailles qui poussent où tous les ans on passe faire un tour pour nettoyer ces tombes pour pas qu'on les perde. Donc, mais c'est quand même le même cimetière El Alia qui est connu partout. C'est un cimetière qui est célèbre. Donc nos enfants sont peut-être là. Mais lui, on est sûr qu'il est là et qu'il ne reviendra plus. Mais il a laissé derrière lui ses enfants. C'est pas parce qu'il est parti aussi, c'est un deuxième point, c'est pas parce qu'il est parti qu'il n'a pas laissé derrière lui ses enfants qui l'ont formé pour continuer à ruiner ce pays. Très bien. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que notre combat continuera tant qu'on est encore en vie, nous. Et si on n'est pas encore en vie, on est en train de former les nouvelles générations pour que les nouvelles générations reprennent ce flambeau et pour que plus jamais ça, pour qu'il n'y ait plus jamais de disparus en Algérie et qu'il n'y ait plus de mères sur terre qui cherchent leurs enfants sous terre et sur terre, pour qu'il n'y ait plus de mères qui souffrent jusqu'à leur mort, la disparition de leur fils ou la disparition de leur fille.
parce qu'il y a aussi des filles qui ont disparu, qui ont laissé aussi des enfants. Nous avons des enfants de filles qui sont disparues, de femmes qui sont disparues. Et je pense à Madame Blazza, et je pense à Madame Benaziza Daouya qui avait 68 ans lorsqu'on l'a enlevée. Je pense à Nasser Al-Lezag qui a laissé 5 enfants, et je pense aux 2 filles du tribunal qui travaillaient au tribunal, les 2 sœurs qui ont disparu en même temps, et je pense à d'autres femmes aussi qui ont disparu et qui, comme tous nos enfants, n'ont pas laissé on n'a aucune nouvelle d'elles à ce jour. Donc, très bien. Nous continuerons notre combat. Les gens, même s'ils meurent tous, je vous dis, l'histoire restera écrite, noir sur blanc. Très bien. Restez avec nous, Nassira Dutoul, parce qu'on va revenir aussi sur les mots que vous avez utilisés dans votre intervention. Vous avez parlé de déception. Le combat continuera. La page n'a pas été tournée. Mais on va donner la parole à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Avant de vous donner la parole, Mohamed Khelfaoui, on va regarder juste ces images de l'enterrement de Khaled Nazar aujourd'hui, les obsèques de Khaled Nazar. خالد نزار وزير الدفاع الوطني الأسبق بحضور السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد نذير العرباوي الوزير الأول السيد بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة وأعضاء من الحكومة إلى جانب كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنية قادة القوات قائد الدرك الوطني قائد الناحية العسكرية الأولى رؤساء الدوائر المديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطنية وأركان الجيش الوطني الشعبي وشخصيات وطنية وثورية وأفراد عائلة الفقيد وجمع من المواطنين. Donc le cimetière d'El Alia, les images que vous avez vues là, l'enterrement de Khaled Nazar. Mohamed Khelfaoui, vous avez entendu donc le témoignage de Madame Nassira Dutoul, qui est présidente du collectif des familles de disparus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la mort de Khaled Nazar? Est-ce qu'une page de notre histoire a été tournée? Qu'est-ce que vous en pensez? سي نصر كما يقول الدين تاعنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل لي l'intervention de Madame qui représente, Madame Dutoul. J'ai bien compris. Oui, c'est ça. Avec tous mes respects, je lui dis bonsoir également. Sauf que dans son discours, je n'ai rien à commenter. Elle a dit ses sentiments. Moi, je m'attendais à un autre discours sur ce que pose comme problème les disparus. Bon, je sais ce qu'est le problème, mais pour expliquer aux gens ce qui pose comme problème. Maintenant, dire il est parti, aujourd'hui c'est une grande déception. Je pense qu'il ne s'agit pas de vengeance là. Il est parti, de toute façon il devait partir un jour, comme nous devons partir un jour. Le problème, c'est pas lui en tant que tel, pour ce qui est des disparus, mais il y a... Mais elle a parlé de justice, si Mohamed Khelfaoui. Elle a parlé de justice, il n'y a pas de vengeance. C'est-à-dire il y a des crimes, il y a des choses qui ont été une tragédie que le peuple algérien a vécu, que notre pays a vécu. Vous la connaissez. Donc. Non. Ce que j'ai dit, bon, peut-être que madame ne va pas me comprendre, elle non plus. Ce que je dis là, c'est dire que il est parti, vous avez cité le tribunal de Genève, là, de Suisse, là, je sais pas, et dommage qu'il est parti avant. Donc c'est pas la question, c'est pas Nazar en lui-même, tout un système qui travaille. Maintenant, je ne sais pas, vous m'avez dit, donc il faut passer à autre chose. Si vous permettez, je corrige également. Ali Kafi n'était pas représentant du FLN dans le HCE. Ali Kafi était secrétaire général des Moujahidines, et donc il était à ce titre-là, pas au titre du FLN. Bon, évidemment, il est du FLN depuis la naissance de ce front de libération, bien sûr. Mais sinon, au niveau du HCE, lorsqu'il a été appelé, il était le secrétaire général des Moujahidines, le secrétaire général des Moujahidines. Alors vous me dites, je n'ai pas compris, je dois commenter quoi?
Par rapport à l'histoire de notre pays, Mohamed Khelfaoui, il y a ceux qui voient en Khaled Nazzar que c'était un sauveur de la République dans les années 90. Son nom était bien sûr, si on peut dire, dit par rapport à la responsabilité de l'arrêt du processus électoral en 92. Ça a été, c'était des témoignages des personnes qui étaient bien sûr dans le sirail du pouvoir, dont le général, le feu général Rabbi Rahmou, feu général Ben Hadid, qui avait dit clairement dans son témoignage à la chaîne Al-Magharibia que Khaled Nazzar avait donné l'ordre d'arrêter le processus électoral. Lui-même, dans une conférence de presse aussi, avait témoigné qu'il était le responsable, c'était lui qui avait donné donc cette décision et que la décision était une décision politique. Est-ce que vous pensez que la mort de Khaled Nazzar et ceux qui demandent justice et vérité, dont notre invité aujourd'hui, Nassira Dutour, que c'était une période où il y avait des conséquences par rapport à cette décision que lui-même appelle une décision politique. Comment vous trouvez maintenant par rapport à cette situation qu'avait vécue notre pays, les conséquences de tout cet arrêt du processus électoral? Khaled Nazzar était ministre de la Défense. Et si la décision à prendre au niveau de l'armée, c'était lui le chef de l'armée et c'était à lui de prendre la décision. Ben Hadid rahimahullah dit après la rencontre au CFT, au centre des forces terrestres, on va dire ça, pas au commandement des forces terrestres. Et donc c'est après un débat ou après un échange, la décision a été prise. Il y a une seule personne qui pouvait la prendre, évidemment. C'est Khaled Nazzar qui était le ministre. C'est pas l'adjudant ou le caporal qui était à côté de la porte. Non, c'est le ministre de la Défense qui la prend. Et il l'a assumé, Khaled Nazzar. Et Khaled, c'est moi. Il assume. Mais Mohamed Khelfaoui, je sais que c'est une période qui a divisé les Algériens. C'est une période qui n'était pas facile, mais juste pour établir donc les vérités, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est des décisions qui ont été prises, ils ont influencé donc le parcours de notre pays. Ceux qui disent d'un côté que Khaled Nazzar, donc on va tout de suite. Khaled Nazzar, il a sauvé la... Posez-moi votre question. Posez-moi votre... Vous êtes en train de... Vous êtes en train de... C'est pour vous poser la question. Exactement. C'est pour vous poser la question. Le témoignage du général Ben Hadid. Qu'est-ce qu'il avait dit donc sur la chaîne Magharibia par rapport à cette question. Et ma question, c'était pour vous, Mohamed Khelfaoui. Il y a une partie qui dit qu'il a sauvé la République, une autre partie qui dit qui nous a mené à une situation que nous vivons même maintenant, une situation de catastrophie, non seulement dans les années 90, mais ce qui a suivi après. خلينا نسمعوا بن حديد et je reviens à vous محمد خلفاوي. طيب مادام ما فيش زور كثمانية وتقولوا بلي زور مادام الدرك الوطني يقول بلي زور إذا رجل يتحاكم بالدرك الوطني مادام زور 80 بطاقة إذا تحبوا تخلصوا من تعملوا موازنة موازنة بين باش ما تكونش في مشاكل في المستقبل في الجزائر. زوروا انتم في المرحلة الثانية هذا قلت زوروا في المرحلة الثانية وعادوا بين جبهة التحرير الوطني وبين الفيش باش تكون فيه ثلاثة شيء. كانت ضد الفيش. الأغلبية مش كلهم الأغلبية كانت متوافقة مع الشيء اللي قالوا خالد نزار وعبد الشغيل والتواتي في الوقت هذاك. ما كناش على علم بأن فيه كنت فرصة ندير فيها يعني شغل انقلاب بالقوة. نعم. على الأسمبلية أو على الرئيس. إذا كان المفروض ولهذا وقع بعد الرئيس الشادي وحيلة من منصبه أو استقال. أنا أعتقد أنه وحيلة ويقولوا استقال. ما أعتقدش أنه وحيلة من منصبه وقع ما وقع. C'était donc le témoignage du général Ben Hadid, Rabbi Yarhamou. Mohamed Khelfaoui, je vous rends la parole. Tfadal si Mohamed.
Moi, ce que je sais, personnellement, c'est qu'avant d'arriver à l'arrêt du processus électoral, il y a eu des coups, des attaques contre des unités militaires, et tout le monde le sait. On peut les citer l'une après l'autre, par des lieutenants de Bouyadi, et donc les choses s'aggravaient de plus en plus. Bon, réunion a été donc organisée au niveau du CFT. Le commandement de l'armée a décidé donc de l'arrêt du processus électoral. C'est pas venu comme ça. Tiens, ça ne nous plaît pas. Et il y a eu il faut dire ça parce que lorsqu'on se dit la vérité, on va arriver à une solution. On va arriver à des réponses qui nous permettent de trouver notre solution et d'essayer d'apporter quelque chose pour ce pays et qui continue malheureusement à ne pas vivre, on va dire ça pour simplifier les choses. Donc, mon commentaire à moi, Khaled Nazar était à la tête. Il avait donc pris la décision après échange. Et ceci est venu, je dis, après l'attaque de l'amirauté, après l'attaque du côté de l'attaque des unités parachutistes du côté de l'Oued, Gmar, après, au sud de la droite, etc., des policiers qui se faisaient canarder à chaque tournant. Donc, il fallait arrêter ce massacre. Et c'est de là que c'était parti. Malheureusement, lorsqu'il y a eu l'appel à l'arrêt du processus électoral et que les partis ont été invités à se mettre en berne, en veilleuse, il y a un parti qui a préféré jouer le bras de fer avec l'institution militaire. On était déjà dans un état d'exception. Et c'était le fils, il voulait donc jouer ce jeu-là, ce bras de fer avec l'armée, et est arrivé ce qui est arrivé, et il y a eu des disparus, et il y a eu des morts de part et d'autre, et il y a eu. C'est malheureux, c'est douloureux, mais voilà, bon, c'est quoi, à qui on peut reprocher ça? Un passage, malheureusement, qui a été obligé, par qui ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les conséquences, et sans résultat, le résultat escompté, c'est-à-dire aller vers des réformes, vers quelque chose de meilleur, vers. Malheureusement, il n'y a rien eu. Au contraire, il y a eu un retour très regrettable vers un autre type d'approche. Et voilà, on en est encore là. Très bien. C'est important ce que vous êtes en train de dire, Mohamed Khelfaoui. On va revenir bien sûr sur la situation actuelle que nous vivons, les défis aussi sécuritaires par rapport à la sécurité de l'Algérie, mais aussi les défis géopolitiques. Restez avec nous, si Mohamed Khelfaoui. Madame Nassera Dutour, il y a eu des témoignages qui ont dit et ceux qui pensent que Khaled Nazar a sauvé la République, entre guillemets. On va écouter ce témoignage de Sofiane Djilali. Qu'est-ce qu'il en pense donc par rapport au rôle de Khaled Nazar pendant les années 90? دور كبير والتاريخ سوف يقول ما قام به في هذه الفترة. نظن الجزائر بقيت اليوم كدولة واقفة لأن كانوا آنذاك يلعبوا. Madame Dutour, si l'Algérie est toujours debout, d'après ce qu'il a donc dit Sofiane Djilali, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme Khaled Nazar, d'après lui. C'est à moi que vous posez la question? Absolument, c'est à vous, Madame Dutour. Chacun est libre de penser ce qu'il croit juste. Moi, je ne crois pas que Khaled Nazar a sauvé la nation ou a sauvé quoi que ce soit. Mais moi, je ne peux pas répondre à sa question. Je ne suis pas... j'ai perdu le mot. Je ne suis pas impartiale. Vous comprenez? Je ne suis pas impartiale dans l'histoire. Moi, j'aurais voulu et je veux répondre à M. Khelfaoui. M. Khelfaoui, je ne sais pas qui vous êtes. Je connais beaucoup de Khelfaoui en Algérie, donc on ne vous a pas présenté. Mais je n'ai jamais utilisé le mot de vengeance
Et je ne veux pas parler de vengeance dans ces cas-là. Je ne suis pas la cause de la mort de Khaled Nazar. Sauf si il a tellement vu et entendu, revu ma voix et revu entendu qu'il en est mort. Alors là, on pourra dire que j'en suis la cause, mais pour l'instant, je suis loin. Il me connaît, il m'a cité plusieurs fois, j'ai témoigné contre lui dans le procès Habib Souadia, j'ai témoigné sur les disparus et je continuerai à témoigner sur les disparus toute ma vie. Et je dirais que Khaled Nazar a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé en Algérie. Je dirais pas seulement les disparus, mais je dirais, ça c'est mon opinion personnelle, pas de l'association, il a sa part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Il était responsable dans l'État, il avait un haut poste officiel, donc on aurait pu trouver peut-être d'autres solutions. Je ne sais pas, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est fait est fait, mais peut-être qu'on aurait pu trouver d'autres solutions. Malheureusement, nous, on a payé le prix fort, nous les mères qui cherchons après nos enfants. On continue, mon fils a fait 27 ans, ça va faire 27 ans au mois de janvier. Moi, à chaque fois que les fins d'année, j'en suis malade. Ça va faire une année de plus qui vient se rajouter aux autres. Donc tous les ans, j'en suis malade, ça va faire 27 ans que mon fils. Et à chaque fois qu'une année passe, ça m'enlève l'espoir de retrouver mon fils. Ça m'enlève un peu de l'espoir de retrouver son fils, malgré qu'en tant que mère, je ne peux faire autrement que continuer à espérer de retrouver mon fils. Et je pense que mon fils est vivant et je pense qu'il y a des disparus qui sont encore vivants et qui se trouveraient dans la région de Tindouf. D'accord? Je pense qu'ils sont là. Il y en a encore qui sont là et qui font travailler, qui leur font faire des travaux forcés. Je ne pense pas parce que c'est venu comme ça à l'Ouahi, non. Je pense parce que depuis des années que je fais des recherches, que j'ai redécouvert certaines choses et je continue à piocher dans ce que j'ai découvert jusqu'au jour où je ferai moi la vérité. Je les retrouverai. J'espère que c'est bientôt proche. Rappelons, Madame Dutour, que vous êtes la maman la maman d'un disparu. Pour vous, Madame Dutour. Il ne s'appelle pas disparu. Il s'appelle Amin. Il a un nom, il a un visage, il a des yeux bleus. Il aurait 47 ans aujourd'hui. Il s'appelle Amin. Amin, Rabbi Rahim, absolument. Il est né le 24 octobre 1975. Il a existé et j'espère qu'il continuera d'exister tant que je serai encore vivante. Et Khaled est parti, mais nous, on est encore là et je le répète et je continuerai de le répéter. Il ne faut pas croire que les autorités algériennes vont dormir sur leurs deux oreilles et qu'on en finit avec cette histoire. Cette histoire n'est pas finie. Elle ne finira pas avec Nazar, elle finira avec la vérité. Merci beaucoup, Madame Dutour. Donc, Madame Nassira Dutour, présidente du collectif des familles des disparus, vous étiez avec nous depuis Paris. La mère de Amin. On espère bien sûr que cette page de notre histoire va connaître justice et vérité par rapport à cette époque. On a été rejoint par le professeur Houari Addi, professeur émérite en sociologie et Sciences Po depuis Lyon par téléphone. Professeur Houari Addi, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Barakallahu fik, barakallahu fik. Allah يبارك فيك, marhaba bik, professeur. شكرا على الاستضافة. Merci beaucoup, et merci pour votre temps aussi. Houari Addi, c'est vrai que notre sujet était prévu, donc peut-être de parler par rapport à l'actualité concernant politique de notre pays. Mais cette mort de Khaled Nazar, j'aimerais avoir votre aperçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une page a été tournée? Beaucoup pensent qu'elle n'a pas été tournée de l'histoire de notre pays. Mais aussi, qu'est-ce que représente cette mort de Khaled Nazar? Bon, premièrement, malheureusement, bon, c'est notre histoire. Ça demande beaucoup de temps et pour expliquer l'évolution tragique de l'histoire de l'Algérie depuis 1988, malheureusement. Mais Khaled Nazar représente le symbole de la rupture, du fossé entre les Algériens et leur commandement militaire. Parce que c'est leur commandement militaire. C'est l'armée des Algériens. C'est une armée qui a été créée. L'armée algérienne n'est pas un héritage colonial comme en Tunisie ou au Maroc ou en Égypte. L'armée algérienne a été créée par des civils, par des militants, par des nationalistes et avec les larmes et le sang de nos grandes-mères et de nos grands-parents.
l'armée algérienne نتاعنا منبثقة منا. Et malheureusement, ce qui est de tragique dans cette histoire, c'est que quelqu'un comme Nazar est le symbole de la rupture entre le commandement militaire, je ne dis pas l'armée, le commandement militaire et le peuple algérien. Et il y a un signe. Vous savez, avant les événements de 91, pendant les fêtes nationales, ou l'Eid, vous voyez dans les rues, dans les villages, dans les villes, dans les villages, des jeunes militaires et même des officiers supérieurs en tenue, et ils étaient bien accueillis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer un officier supérieur se promener à Alger ou là à Oran ou là à Constantine ou là même dans un village? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture entre la population et le commandement militaire qui a pris une orientation, malheureusement, politiquement, qui ne sert pas à la construction de l'État. Voyez-vous, ils se sont mis au-dessus des lois et au-dessus de l'État. Quel a été le résultat? Parce qu'après tout, les généraux, c'est des individus comme tout le monde, c'est des êtres humains. Quel a été le résultat? Une corruption massive. Ils ont été jusqu'à, et c'est pas un ou deux, jusqu'à importer de la cocaïne qui détruit notre jeunesse. Et Nazar est le symbole de cette dérive. Et c'est pour ça que l'histoire ne sera pas clémente avec lui. Il a été le symbole d'une dérive. Voilà en gros ce que me suggère cette disparition de Nazar et tout ce que j'espère. J'espère que les jeunes officiers supérieurs exploiteront, tireront la leçon et travailleront à remédier, à faire disparaître ce fossé qu'il y a entre le commandement militaire et les Algériens. Il faudrait une prise de conscience de chez eux, de leur part, et je le souhaite de tout cœur parce que, comme je le dis, je le répète, c'est notre armée et ce sont nos officiers supérieurs. Mais pour l'instant, pour une grande majorité des Algériens, ils apparaissent comme des corrompus, alors qu'il y a beaucoup d'officiers supérieurs qui ne vivent que de leur traitement. Il y a beaucoup d'officiers supérieurs et d'officiers tout court qui sont honnêtes, qui sont patriotes. Mais des gens comme Nazar ont dégradé l'image du général au point où chez les jeunes Algériens, un général, c'est le synonyme de la corruption. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis au-dessus des lois. Et c'est humain. À partir du moment où on se met au-dessus des lois, eh bien, il y a une dérive vers la corruption. Les frères, les beaux-frères, les cousins demanderont des faveurs et le général interviendra. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est le retour à la représentativité populaire, les élections, de telle façon que le commandement militaire soit sous l'autorité politique élue. Et il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Très bien. Il n'y a pas d'autre solution. La seule solution, c'est que les généraux changent d'état d'esprit et créent un rapport de force à l'intérieur d'eux-mêmes et de façon pacifique. De façon pacifique. Très bien. Voyez-vous, Professeur Houari Addil, vous êtes en train de dire كلام مهم جدا, et ça c'est important ce que vous êtes en train de dire. On va parler des solutions. Karim Tabou nous a rejoint dans ce débat. Karim Tabou qui est opposant politique, il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est
On a perdu Karim Tabou. On va aller voir ce qu'a déclaré bien sûr Aït Ahmed par rapport donc à l'arrêt du processus électoral et je vais revenir juste après à mes invités. المستحيل أن الإنسان يجترأ يأخذ مسؤولية إيقاف الانتخابات بدون ما يفكر إلى التوابع. فأنا أتهمه بأنه مجرم لأن إيقاف المسار. تتهم خالد نزار بأنه مجرم، هو اللي فتح الباب مع أصحابه. Karim Tabou, donc je pense qu'il est avec nous. Karim Tabou, donc opposant politique, il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir, c'est Nassar, et merci de transmettre toutes mes salutations aux invités. Professeur Houari Addi est avec nous, aussi Monsieur Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, il est avec nous aussi depuis Alger. C'est toujours un plaisir de les entendre et de participer avec eux dans un débat. J'espère qu'il sera enrichissant. Merci Karim, par votre rapport aussi et votre analyse et les analyses de Monsieur El Houari, professeur El Houari et Monsieur Mohamed Khelfaoui. Karim Tabou, par rapport donc à cette mort de Khaled Nazar, qu'est-ce que vous en pensez? Votre réaction? Au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme émotion, mais en tout cas, si j'interroge mes souvenirs personnels, moi je suis un Algérien qui arrive au lycée en 1988. 1988, j'étais au lycée et donc à l'âge où j'avais tout un espoir d'abord que mes études puissent me permettre d'avoir des débouchés dans l'avenir, mais également j'étais dans un rang social par lequel je pouvais observer, je pouvais avoir un regard dynamique envers le pays, Malheureusement, 88 fut la première cassure, en tout cas, depuis mon cursus scolaire, parce que il y a eu avant, et je reviens pas sur ça, les révoltes de 63, de 80, etc. Mais j'ai pour souvenir justement cette première cassure et toutes les images que j'avais de moi-même mais également de l'avenir de mon pays se sont avérées fausses puisque le pays a été complètement pris en otage dans une logique de répression sauvage terrible. Et je retiens par la suite de la déclaration de Nazar lorsqu'il disait qu'on tirait à balles réelles sur les gens parce qu'on n'avait pas de balles en caoutchouc. Vous imaginez la valeur humaine, le sens des choses chez ces gens-là. Et puis par la suite, j'arrive à l'université en 92. Et quand je suis arrivé à l'université en 92, c'est également le début de la crise du pays. Deux événements majeurs m'avaient marqué. D'abord, l'assassinat de Mohamed Boudia. Vous imaginez, pour un militant qui observe de près un peu la vie politique, la vie universitaire, qui a plein d'espoir, qui a plein d'ambition, etc. Et puis, vous voyez un chef d'État exécuté en direct dans un film hollywoodien et l'option de la guerre qui a été prise par la suite, annulation des élections et puis le pays a été complètement basculé dans la violence et nous connaissons bien les conditions de vie, les conditions de notre vie, de notre scolarité, de notre espoir, comment les horizons ont été cloués par des décisions politiques qui ont fait que ce pays de nos jours continue de payer la facture de ces choix politiques désastreux qui ont fait que non seulement nous avons perdu une part de notre humanité, mais c'est que nous avions eu un capital historique énorme, prestigieux, propre, etc. Et il y a eu
donc une des décisions politiques qui ont entaché de sang notre histoire. Et on ne peut pas aujourd'hui évoquer Nzar sans penser, sans voir ce défilé d'images de toutes les violences que nous avons subies, que le pays a subies. 250 000 morts, même si nous n'avons pas le chiffre exact, environ 15 000 à 20 000 disparus. Et je passe sur les traumatismes profonds qui ont été encaissés par la société algérienne. Nous avons perdu des écrivains, des journalistes, des chanteurs, des amis, des frères, des enseignants, etc. Pratiquement, le pays a connu une situation catastrophique. Donc, nous ne pouvons pas ne pas voir ces images défiler et donc évoquer Nzar, c'est impossible de ne pas laisser défiler ces images de violence, de sang, de désespoir, de cris, de tout, hein, de tous les malheurs des Algériens. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Mohamed Khelfaoui, est-ce que les choix politiques, si on peut les appeler ainsi, qui ont été faits dans les années 90, nous les subissons aujourd'hui? Et là, je parle bien sûr par rapport à la situation politique de notre pays, mais pas que. Est-ce que vous pensez qu'un système a été érigé contre la volonté populaire depuis les années 90? Vous parlez de volonté populaire, vous parlez de Khadim Nzar et de système nouveau. Écoutez, il y a eu un processus qui a été engagé, un processus d'ouverture. Malheureusement, il a été stoppé. Et je le répète encore, avant qu'il y ait arrêt du processus électoral, il y a eu des exactions armées contre des unités militaires. Et ce qui devait arriver, arriva. On a appelé, quand je dis, pas moi j'étais, mais si j'étais dans la décision, j'aurais pris ça, j'aurais dit moi. Bon, mais je veux dire que, à l'époque, le commandement, on était déjà en état d'exception, et donc le pouvoir était strictement militaire, entre les mains des militaires, et on avait appelé à l'arrêt du processus électoral, et l'état d'exception, qui veut dire aussi, appel aux partis de cesser de toute activité, c'est-à-dire de rester en veille. Sauf le fils qui a refusé et qui a engagé un bras de fer. Et c'est les conséquences, nous les vivons toujours, nous allons les vivre encore un temps, malheureusement. Peut-être que si les choses se sont allées autrement, c'est-à-dire que le fils, comme tous les autres partis, comme le FLN, comme le FFS, comme le Hamas à l'époque, comment il s'appelait, et tous les autres partis, c'était lui aussi retiré de la scène en attendant que les choses se rétablissent. Peut-être qu'il aurait eu aujourd'hui le commandement du pays. Peut-être. Je ne sais pas. Je peux pas. Je joue pas au devin. Mais ce qui est devant moi. Malheureusement, c'est comme ça. Comment on est en train d'évoluer en ce moment? Tout le monde le sait. Il y a eu un Hirak qui est sorti pour demander quand même un changement, pour demander une vie politique et des libertés meilleures que ça. Bon, ça n'a pas abouti non plus. Ça n'a pas abouti. Il faut espérer des jours meilleurs. Comment? En ce qui me concerne, je dis que il n'y a pas une feuille de route qui me permet de dire que à l'horizon de telle date, les choses iraient mieux ou iraient moins bien. Donc voilà, il n'y a pas de Khadim Nzar est parti, il a fait ce qu'il a pu, et si vous me permettez, je dirais quand même que c'est un homme qui a participé à la guerre de libération, c'est un homme qui a participé à la construction de l'ANP depuis le début jusqu'à la fin. Les structures de l'ANP aujourd'hui, c'est le travail de Khadim Nzar. Certaines écoles ont été ouvertes par lui-même, d'autres tournent à plein régime dans la formation et dans dans la formation, ils reçoivent les nouveaux engagés, etc., dans le recrutement.
de nouveaux engagés, et ça va bien. Il faut dire que Nzar a fait du travail pour ce pays. Il a participé à sa construction, évidemment, dans son poste, avec les prérogatives qu'il a eues. Il est parti, Goulou Rahimahullah. Pourquoi c'est ainsi? Bon, lui, il a fait ça pour des circonstances bien précises. Pourquoi lui coller tout le temps alors et en plus, nous sommes en train de mener une discussion, mais la dame Arbi Sabbarha, je la comprends, il s'agit de son fils. Mais j'aurais aimé qu'on parle un peu de théorie, de théoriser ce problème des disparus pour aller vers une solution. Et pas des sentiments, je la comprends. Il s'agit quand même de sentiments. Mais le problème aussi, Mohamed Khelfaoui, c'est vrai que le problème aussi, le problème aussi qui se pose, c'est que Khaled Nzar, il y a ceux qui voient en lui qui était responsable de ce système, que ce système qui perdure, ce système qui bloque tout changement. Vous avez parlé qu'il y a eu un espoir avec le Hirak, mais qui c'est qui a bloqué cet espoir, Mohamed Khelfaoui? C'est ça la question centrale, je pense. Non, Khaled Nzar n'était pas responsable du système. Nous avons eu l'indépendance. Il y a eu un problème avec le GPRA. Il y a eu ensuite un autre problème avec Ahmed Ben Bella, rahimahumullah, كل درك نترحموا عليهم كامل. الناس هذو اللي حرروا البلاد وقفونا ولينا نقراو ولينا نتكلموا. رحمكم الله جميع والله يرحم الشهداء مع كلكم مع بعض. كل واحد غلط مسموح اللي ما يغلطش في l'essentiel. Mais Khaled Nzar est venu dans ce système, le moule depuis l'Island, jusqu'à ce qu'il est arrivé, دركا في قبره أنا شخصيا نترحم عليه من قلبي. C'était un chef, le militaire est comme ça, le politique, il y avait un gouvernement, il y avait un chef de gouvernement, il y avait des ministres. Est-ce que ces gens-là se sont opposés? Est-ce que ces gens-là n'ont pas proposé d'autres méthodes, d'autres moyens, hormis معليش سي محمد يعني انا en tous les cas vous êtes libre dans cette vous êtes libre dans cette chaîne avec vos propos. مرحبا بك, on est toujours content de vous avoir comme invité. Quand on voit ce qui s'est passé en 2019 par exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on aimerait avoir aussi l'analyse de professeur Houari Addi et Karim Tabou. On a vu cette lutte clanique même au sein de l'armée. Quand on parle du commandement militaire, on a vu comment Gaïd Saleh en 2019 était l'homme fort du pays. Khaled Nzar était obligé, donc il y avait une affaire contre lui, était obligé de fuir l'Algérie, où il avait fait même un discours appelant à la rébellion de l'armée contre Gaïd Saleh. Le problème qui se pose et le problème central de ce que vit notre pays, c'est l'émissement, si on peut dire, l'armée qui est dans la décision politique de notre pays. Et quand je parle de l'armée, je parle du commandement militaire. Oui, il y a un gros malentendu, une grosse incompréhension qui a failli nous amener là où personne ne le souhaite. Rappelez-vous les détails, un groupe qui se réunit pour proposer une sortie de crise, un autre groupe qui se voit menacé, enfin pas un autre groupe, il faut appeler les choses par leur nom, il y avait le chef d'état-major, rahimahullah, Ahmed Gaïd Saleh, qui donc avertissait à travers la presse et à travers ses discours, et c'était pour moi je considère un grave malentendu. On aurait pu éviter énormément de choses pour aller vers quoi, peut-être vers des réponses au moins partielles au Hirak, au moins partielles. On aurait souhaité ça et repartir tous la main dans la main pour une Algérie meilleure. Pour une Algérie où il fait mieux vivre. Mais malheureusement, on est loin de tout ça, si Mohamed Khelfaoui. Oui, moi aussi, comme vous, comme tous ceux qui écoutent, j'aime bien écouter notre professeur et mon ami Karim. Très bien, on va leur donner la parole à Mohamed Khelfaoui. Professeur Houari Addi, vous avez entendu donc Mohamed Khelfaoui qui est analyste sécuritaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Hirak, bien sûr, il est venu avec un espoir. On a vu ce qui s'est passé. Qui était responsable donc de stopper cette histoire alors que l'Algérie avait vraiment besoin si on peut dire, de cet élan du Hirak? Oui, c'est très bien que des anciens officiers
comme le colonel Khalfaoui parle publiquement. Ce serait bien qu'ils donnent leur avis, etc., etc. Je suis pas d'accord avec lui, mais même si je pense que lui-même, ce qu'il dit, je ne sais pas s'il est très convaincu, compte tenu du fait qu'il est à Alger, compte tenu du fait que c'est un ancien colonel, il est tenu par un certain nombre de choses, et relative même à sa sécurité et à sa situation. Bon, nous sommes dans une situation difficile, mais il faut prendre du recul. Moi, je connais assez bien l'armée parce que, comme tout le monde, j'ai fait mon service militaire et j'ai eu la chance, et c'est la première fois que je le dis publiquement, mais de toute façon, ce n'est pas un secret, j'ai eu la chance d'être dans le secrétariat du commandement régional de la wilaya 6. Et je connais assez bien l'armée algérienne j'ai servi pendant 1 an et demi. Je peux vous garantir qu'il y a dans l'armée, en tous les cas en 78, c'était juste la veille de la mort de Boumediene, Allah yarhamah, il y a des gens dans l'armée d'une très grande valeur humaine. Bon, il y a aussi des filous, des opportunistes, mais ça c'est l'humanité. Mais il y a d'autres. Et je peux vous dire une chose. Wallah, dans l'armée, et qu'il y avait en 78, quand on a mazar riha, Wallah, mais les officiers issus de l'armée française. Mais amnouch fihom. Ou Khaled Nzar kharaj de l'armée française. Et ce sont les officiers de l'armée française qui ont pris le pouvoir en 91, 90, 91. Ils étaient imposés par Boumediene. Et ils ont été imposés par Boumediene parce que Boumediene n'était pas un maquisard de l'intérieur. Et il aimait les gens de l'armée française parce qu'il s'imposait à eux. Il ne pouvait pas remettre... N'oubliez pas qu'il y a eu une décision du Conseil de la Révolution qu'il n'accepte pas au grade de commandant. Et c'est parce que Boumediene a violé cette décision que Tahar Sbiri a fait en 67 le coup d'État. Le coup d'État, c'était au sujet des gens de l'armée française. Tahar Sbiri, quand il dit qui va être en 59, 58, 60, 61, parce que l'ALN est une armée révolutionnaire. Et le drame de l'Algérie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a transformé cette armée révolutionnaire en armée classique. Et qui a été... Donc la structure administrative a été façonnée sur le modèle de l'armée française. Et donc, c'est une structure administrative de l'armée française. Mais, attention, l'armée française, dans la société française, a en face des partis politiques, elle a en face une société civile, elle a en face des syndicats, elle a en face une conscience politique assez élevée. Tandis que Felgezer, on a créé une armée classique d'un régime capitaliste de droite dans un pays où la société civile était faible. Et comme la nature a horreur du vide, cet appareil militaire classique, et une armée classique n'est pas révolutionnaire. Cet appareil classique façonné, imposé par les militaires issus de l'armée française, il a interdit les syndicats, il a contrôlé les partis, il a réprimé, il a mis sur place la sécurité militaire. Je vais vous rappeler une chose qui va vous étonner. L'organisme sécurité militaire a été créé par De Gaulle en 1944. La sécurité militaire est un héritage colonial. C'est De Gaulle a créé dans l'armée française la sécurité militaire pour défendre l'armée des infiltrations des communistes français. Et en Algérie, on a copié ce modèle. Et c'était pour combattre qui? Pour combattre soi-disant l'opposition. Mais c'est qui l'opposition? Ce sont des expressions politiques de la société algérienne. Tu les combats. Tu les institutionnalises. Et nous avons donc
une armée classique d'un pays capitaliste de droite, n'est-ce pas, qui combat sa société. Voilà le drame. Alors vous allez me dire la solution. La solution, elle ne peut venir que des jeunes générations, des officiers, pour qu'ils... Parce que il n'est pas possible d'imaginer un soulèvement des Algériens contre leur armée. Et c'est ça la grandeur du Hirak. Le Hirak a été pacifique. Le Hirak crie au départ, c'est notre armée. On ne va pas se battre contre notre armée. Maintenant, ce que dit le colonel Khalfaoui sur les années 90. Bon, vous savez, il y a déjà des historiens qui sont en train de se pencher sur cette question. La situation n'était pas, comment dirais-je, elle n'était pas irréversible. Il aurait fallu que le commandement militaire, qui malheureusement à l'époque était majoritairement composé d'officiers issus de l'armée française, ils étaient contre le peuple algérien et ils étaient contre la transition démocratique. Alors que l'ALN, si elle était l'armée algérienne, si elle était elle aurait essayé la transition démocratique de façon graduelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué les méthodes le général Massu et Tassalan. Moi, je connais des militaires que j'ai rencontrés par la suite. Moi, bien sûr, mon service militaire, c'était... j'ai rencontré par la suite des militaires. Wallah, là, il y avait un militaire, un officier, les larmes aux yeux. Il me disait, on a été comme l'armée française, on a tiré sur des Algériens. On s'est comporté comme l'armée coloniale. Il avait les larmes aux yeux. Les militaires, bien sûr, ils étaient disciplinés. Ils ne pouvaient pas ne pas suivre la décision du commandement militaire. Ils ont suivi. Mais beaucoup ont suivi. C'est par esprit de discipline. Maintenant, le commandement militaire doit faire face à ses responsabilités historiques. Très bien. Mais, professeur Houari Addi, la question de la solution, elle est très importante. Restez avec nous, professeur Houari Addi. Et aussi, juste pour clarifier aussi, donc Mohamed Khalfaoui est invité dans cette émission en tant qu'analyste sécuritaire, donc, mais pas en tant qu'un ancien colonel. Il est analyste sécuritaire donc, dans cette émission, juste pour clarifier donc, à nos téléspectateurs. Karim Tabou, je vais revenir à vous. Vous avez entendu donc l'analyse de professeur Houari Addi. Bien sûr, il y avait ce Hirak, ce soulèvement populaire qui était pacifique. Il y avait un espoir. Karim Tabou. Écoutez, avant d'aller vers cette question, il y a, parce que nos débats d'aujourd'hui, nos apports, nos critiques, nos échanges, vont constituer dans l'avenir des paroles données, des paroles dites. Ça va faire partie de la mémoire de nos débats et de nos échanges. Donc, il y a une nécessité, d'abord du point de vue moral, éthique, de ne pas traîner des choses fausses au risque de les consacrer par la suite. Je m'explique. Lorsqu'on évoque et il faut vraiment, je m'excuse monsieur Khalfaoui, il faut vraiment être un militaire pour approuver le fait que les militaires demandent aux politiques de se taire, de suspendre, de geler leurs activités. Le contraire aurait été logique. Mais nous ne sommes pas dans un pays et on comprend bien le fait que le militaire s'est toujours imposé et les prétextes ne manquent pas. Mais en tout cas, en 88, il n'y a pas eu d'opération militaire, il n'y a pas eu d'attaque de caserne, mais l'armée a tiré sur la population. En 2001, en Kabylie, les gens n'ont pas attaqué les casernes. Ils n'ont pas fait d'attentat, mais on a tué 128 jeunes en Kabylie. Et puis en 92, contrairement à cette affirmation que
la décision fut prise pour sauver la République. Et je rejoins notre professeur Oualardi. Non seulement les choses n'étaient pas arrivées au point irréversible, mais plus que cela, il fallait tout faire pour rendre irréversible le processus démocratique. Et que l'enjeu principal était que d'un côté, il y avait des gens qui voulaient à tout prix rendre irréversible la démocratie, la consacrer donc accepter les contradictions, que la transition se passe d'un certain nombre de difficultés. Mais c'est dans la nature des choses. Et de l'autre côté, il y a un pouvoir de l'armée qui faisait toutes les simulations pour créer les conditions justifiant justement le recours à la violence, le recours à l'arrêt du processus démocratique. On n'a pas arrêté les élections, mais on a arrêté la démocratie dans ce pays. Et d'ailleurs, par la suite, ce sont les mêmes qui avaient imposé à coups d'armes le RND en 97 dans les assemblées. Les députés ont été élus armes à la main. C'était pour la majorité des miliciens qui avaient mené la campagne électorale la main sur la gâchette. Donc, arrêtons de falsifier l'histoire et chacun doit assumer ses responsabilités. Le peuple algérien, depuis toujours, n'a jamais pris les armes contre son État, contre son armée, comme l'a si bien expliqué. Oh, c'est inimaginable, on ne peut pas l'imaginer. Mais lorsque toutes les manœuvres politiciennes qui se déroulaient bien avant les élections de 91, il y avait des manœuvres politiciennes, en tout cas on en connaît. Il y a bien aux années 80 l'opération de manipulation dite opération Tapsigli. On a fait courir des infos que des avions avaient largué les armes aux Kabyles. Et toutes ces opérations-là ont été menées par les mêmes. Mais ce sont les mêmes qui se sont dressés contre la volonté du peuple lors du Irak. On a bien vu comment un chef d'état-major proclamait des discours depuis la caserne et il engageait toute l'institution dans un bras de fer avec le peuple algérien. Mais arrêtons, regardons les choses en face. Faisons la différence entre l'enterrement populaire de Hussein Ahmed, de Abdelhamid Mahri, de Abbasi Madani, de Ali Yahya Abdelnour, et de l'autre côté, regardons l'enterrement de Gaïd, de Nzar et de Bouteflika. Mais c'est deux Algéries différentes. Il y a une Algérie du peuple, une Algérie de Chouhada, une Algérie en cohérence avec son histoire, et il y a une autre Algérie qui rappelle aux Algériens les drames, qui rappelle aux Algériens la corruption, qui rappelle aux Algériens les violences, qui rappelle aux Algériens le détournement du suffrage universel, les camps de concentration, l'assassinat politique. Mais bien avant 92, on a bien tué Alim Sili à Paris. Ce fut un homme politique qui a réussi à créer les conditions de la relance du débat politique. Il a réussi à mettre autour de la même table Ahmed Ben Bella et Hussein Ahmed. On a bien exécuté des hommes politiques, on a bien tué des gens, on a tué Haïdar à Madrid, on a tué Karim Belkacem en Allemagne. Donc il faut qu'on arrête de regarder les choses et on cache toutes les choses qui nous rappellent les responsabilités de ce pouvoir et on met en avant le fait qu'on a ouvert des écoles de formation. Là, on a tué des gens, il y a eu des assassinats politiques, on a tué Matoub, on a tué Chani, on a tué Boudiaf en live à la télévision. L'acte de terrorisme le plus élevé dans un pays, c'est exécuter un chef d'État au regard devant le regard et de tout un peuple. Vous imaginez qu'est-ce que peut penser un citoyen qui assiste à l'exécution du chef de l'État en direct à la télévision? C'est l'acte le plus élevé du terrorisme, c'est l'acte le plus élevé de la violence. Donc, aujourd'hui, ne falsifions pas l'histoire, restons modestes, restons dans les responsabilités de tout un chacun. En 2019,
c'est tout ce cumul-là, c'est toutes ces injustices-là. Mais quand même, la responsabilité de cette institution est entièrement engagée parce qu'il était là comme point d'appui de Bouteflika pendant 20 années. Mais même Bouteflika malade, mais cette institution, souvenons-nous des déclarations du chef de l'État, bien avant l'annulation du 5e mandat, il a pris l'engagement de sécuriser les élections, de tout faire pour que les élections aient lieu et de tout faire pour que le chef de l'État soit de nouveau réimposé pour un 5e mandat. Et c'est tous ces éléments-là qui ont fait que le peuple s'était révolté. Et aujourd'hui, on voit très bien que finalement, il y a une espèce de confusion lorsque j'entends des officiels évoquer l'autorité de l'État. Mais de quel État vous parlez? L'État qui ne pense pas aux Algériens, l'État qui soit l'adversaire des Algériens, l'État qui surveille les Algériens, l'État qui prive les Algériens de leur liberté, l'État qui est devenu un adversaire engagé contre le peuple algérien. Lorsque j'entends des propos comme ça, nous devons faire attention et nos propos vont constituer des paroles dites, donc qui vont faire partie de la mémoire de nos débats à l'avenir. Très bien. Reste avec nous, Karim Tabou. Je vais donner la parole à Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, avant de vous donner la parole, on va écouter Khaled Ziari, qui était ex-cadre de la DGSN, donc la Direction Générale de la Sûreté Nationale, par rapport donc à 92. Et qu'est-ce qu'il pense de Khaled Nazar? On l'écoute. في رأيي كثير خالد نزار يحبس البروسيس الكترونال باسكو يخمم عليك ولا يخمم علي انا ولا يخمم على هذاك الصوالي يقول هذا دوك الصباح جاب الانقاذ دوك طيح عليهم نو. Il n'a jamais pensé à la population. Khaled Nazar, quand il a décidé de participer à la décision de l'arrêt du processus électoral, خمم على نفسه بولاده وعائلته électoral. Donc ça, c'était Khaled Ziari, ancien cadre de la DGSN. Aussi, Khaled Nazar, dans son vivant, avait fait donc une déclaration, un témoignage concernant donc 92, l'arrêt du processus électoral. On l'écoute. حبس المسار الانتخابي أمر قرار سياسي. حبس المسار الانتخابي وهو قرار سياسي. ولا واضح ولا قرار حربي. قرار سياسي. إعلان حرب. قرار سياسي. قرار سياسي. خذيت هذا القرار. أنا خذيت هذا القرار. سمعتي أن نحبس المسار. لأن كفاية المشاكل اللي راهي وقعت سمعتي وكل شيء وين رايحين؟ زيدوا روحوا للوين. Donc ça, c'était le témoignage de Khaled Nazar. Mohamed Khelfaoui, on va essayer de revenir bien sûr à la situation actuelle, surtout après le Hirak. Beaucoup pensent que le commandement militaire est le nœud du système algérien, c'est lui qui décide, donc des présidents. Beaucoup d'observateurs pensent que Abdel Tebboune a été imposé par le Gaïd Saleh. On est en train de parler d'un éventuel deuxième mandat avec une situation de notre pays qui est catastrophique, si on peut dire, à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, Mohamed Khelfaoui? Non, l'idée n'est pas pour moi en ce moment-là. En ce moment, dans ce débat précis, cette idée-là ne m'intéresse pas beaucoup. Mais si vous voulez, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant ça, je voudrais dire si Karim وكل من يعني عندهم القوة هذه قوة التفكير والقوة السياسية هذه intrinsèque, cette force de concevoir et de parler politique, comme je m'adresse également à notre professeur qui a donc toutes ces capacités et que j'ai l'habitude d'entendre et de lire parce qu'il a écrit et je l'ai lu, j'ai lu au moins un livre, au moins un. Donc je le félicite, Barakallahu fi. Je voudrais que ce genre, cette crème-là, puisse regarder un peu de haut la chose
c'est-à-dire prendre du recul, essayer d'apporter quelque chose, aussi bien les Nidam al-Jazair, donc pour s'organiser, pour essayer d'avancer, qu'à la population. Aujourd'hui, les choses, en tout cas du point de vue personnel, les choses ont beaucoup changé. Oui. Et je le dis, je le répète, ce qui a été vécu depuis 62, jusque-là, tous ces acteurs-là ne sont plus parmi nous. S'ils le sont, ils sont inoffensifs, c'est-à-dire que l'âge les a atteints, même si symboliquement on voit un ou deux de temps en temps, et encore ceux-là qu'on voit n'ont pas été acteurs de quoi que ce soit. Donc je souhaite, c'est un appel du cœur. معليش سي محمد خلفاوي خليني نتكلم سي ناصر. لا نخليك برك حبيت برك نقول لك باللي يعني كي راك تقول يعني يا ceux qui vous diront aussi que le système est toujours le même سي محمد خلفاوي يعني الناس هذو راحوا ربي يرحمهم. Si vous m'avez laissé continuer à parler, vous n'aurez pas fait cette remarque. اسمح لي لا je l'aurais fait mais يعني c'était pas dans le sens de vous arrêter سي محمد juste يعني pour rebondir par rapport للكلام اللي قلته c'est tout. Moi, je dis à cette élite intellectuelle, d'hommes politiques, de femmes politiques et hommes politiques, je le dis que si on observe dans notre pays la marche et les approches des uns et des autres, beaucoup de sang a coulé, certainement depuis 62 jusqu'à maintenant, avec certains coups d'État, certains assassinats, oui, certains morts, on sait comment, jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui où nous avons des jeunes, des moins jeunes qui sont en train de dépérir soit dans des prisons, soit dans des zones d'ombre ou des zones sombres. Et tout ça, si on amène une approche plus pédagogique, appeler à prendre conscience et à chacun de faire son autocritique et de dire depuis 62 à maintenant, à aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que mon pays n'avance pas? Qu'est-ce qui explique que nous avons fait des erreurs, beaucoup d'erreurs depuis l'industrie industrielle jusqu'à cette révolution agraire enfin, tout le monde sait ce qui s'est passé, jusqu'à les années 90, jusqu'au Hirak et jusqu'à maintenant, en parlant encore de deuxième mandat. Qu'est-ce qui fait que le pays n'a pas avancé? Si ces gens-là, ceux qui ont cette chance, cet honneur, oui, de diriger un pays pour lequel des chouhadas sont tombés, des peuples, des jeunes et des moins jeunes sont tombés, qui ont accepté des sacrifices depuis leur enfance, je le dis bien depuis leur enfance, des sacrifices pour que se construise ce pays. Si nous tous, moi, au troisième degré, parce que sur ce plan-là, je reconnais ces hommes politiques, ces femmes politiques, je serais heureux de les écouter. Et s'ils m'interrogeront, je dirai honnêtement ce que je pense, même si c'est pas ce qu'il faut, là, c'est ce qui leur convient. Maintenant, les discours et nos approches doivent aller dans le sens d'éveil, éveiller, réveiller, mobiliser, appeler, donner des idées, donner des ouvertures. Voilà, je crois, le militantisme que nous devons nous imposer. Parce que ceux qui ont fait l'indépendance de l'Algérie et cette légitimité révolutionnaire ne sont plus là. Ceux-là qui viennent sont comme nous. Donc normalement, le dialogue peut être installé, peut s'installer le dialogue بيناتنا. رانا كاع كيف ولد المجاهد ولا الشهيد ولا شعبي نورمال ولا رانا كاع كيف. Donc il n'y a pas avec cette légitimité على كل حال qui a fait 100 ans. Et les hommes ont travaillé بنيتهم على كل حال. On ne peut pas douter de ça. بومدين ولا les gens من بعدهم ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Peut-être on aurait fait mieux. Et aujourd'hui, il nous appartient à nous, surtout Karim est jeune. Karim est jeune, c'est un homme politique qui a dirigé un gros parti, un gros et grand, des deux. Et il a hérité de Aït Ahmed, il a hérité de Aït Ahmed, le parti, il a dirigé. Donc peut-être une vision différente pour que vive l'Algérie. Je m'en fous des gens.
je veux leur demander de s'installer avec moi, de les convaincre. Si je suis dans le fond, ils n'ont qu'à me le montrer. Et c'est pour que le pays vive, pour que les enfants qui sont en train de rêver, dans l'âge de 7-8 ans, comme des oiseaux là, qui sont en train de rêver, trouvent quelque chose pour concrétiser le rêve, au moins partiellement. Pour qu'ils ne détestent pas ce pays, pour qu'ils ne prennent pas des barques pour traverser la Méditerranée. Enfin, بارك الله فيك سي محمد. الله يعطيك الصحة. بارك الله فيك محمد خلفاوي, analyse sécuritaire. Vous avez entendu ce cri de cœur, si on peut l'appeler ainsi, professeur Elhouari Addi. Il me reste pas beaucoup de temps. تفضل سي الهواري. بارك الله فيك. Non, c'est sincère ce que dit Khalfaoui, et il exprime la crise de conscience de beaucoup d'officiers qui sont dans le commandement militaire. Maintenant, il dit il faut regarder les choses de haut et proposer, faire des propositions. Mais voilà, alors, il y a des propositions. Le Hirak a fait des propositions. Je réitère une proposition, une proposition très très simple. Il faut partir d'abord de la réalité. La réalité, c'est que le champ politique algérien, dans le champ politique algérien, il y a un seul acteur politique, c'est le commandement militaire. Donc, il appartient au commandement militaire d'apporter des changements. Alors, bon, le tout sans aucune goutte de sang, le tout pacifiquement. Quelle est la décision que les Algériens attendent du commandement militaire? Les Algériens attendent du commandement militaire qu'il ramène tous les services du DRS dans les limites des prérogatives de la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut que tous les services du DRS, les services de sécurité, je sais que le DRS a changé de nom, mais les services de sécurité qui dépendent de l'armée doivent opérer dans les limites de la Constitution. Si le commandement militaire ne fait pas ça, ça veut dire qu'il ne veut pas de changement. Et le changement est possible. Il faut d'abord, parce que lorsque les services du DRS se limiteront à leurs prérogatives constitutionnelles, c'est-à-dire la sécurité de l'État, la sécurité de l'ordre public, etc., eh bien, la société va bourgeonner. Il va y avoir des milliers de petits Karim Tabou. Il va y avoir des Algériens de 20 ans, 30 ans, et qui vont exprimer des idées, et qui vont exprimer à leur façon l'amour de la patrie, et à leur façon la contribution à la construction de l'État. Donc c'est au commandement militaire de donner un signe fort qu'il est possible et qu'il veut une transition. Alors, l'armée occupe l'État algérien comme Israël occupe la Cisjordanie. L'armée occupe l'État, elle occupe l'université, les centres de recherche, les usines. Elle occupe par le biais du DRS. Il faudrait qu'il soit conscient que ce n'est pas possible que le pays se développe avec un tel schéma. Et donc, il faut un retrait graduel. Il faut qu'il se retire graduellement. Je sais qu'il ne peut pas y avoir une rupture radicale, un changement radical, mais il faut qu'il donne un signe et tous les Algériens collaboreront à ce plan. Donc, première idée, puisque M. Khalfaoui demande des idées, c'est de ramener le DRS à ses prérogatives constitutionnelles et non pas arrêter des gens à minuit, empêcher les syndicats, arrêter les militants de droits de l'homme, intervenir étouffer l'université. L'université étouffe. L'université ne produit plus de savoir. Non seulement nous ne produisons pas de savoir, non seulement nous ne produisons pas de savoir sur notre société, mais nous ne produisons pas de savoir sur les relations internationales, sachant que dans les relations internationales, l'Algérie est menacée. Très bien. Nous n'avons pas et ça, c'est la faute, mais c'est la faute, la responsabilité du commandement militaire qui, consciemment ou inconsciemment, je dirais inconsciemment,
étouffe la société et ses potentialités. بارك الله فيك professeur Houari Addi, يعطيك الصحة. On laisse le mot de la fin à Karim Tabou. Vous avez entendu Mohamed Khelfaoui, professeur Houari Addi, Karim Tabou. Effectivement, et je rejoins Houari, mettre fin à toutes ces colonies, mettre fin à la logique de colonie pour qu'un parti politique ne soit pas la colonie du pouvoir dans la société, pour que l'université ne soit pas la colonie du pouvoir qui surveille le savoir, qui surveille la communauté universitaire, et les autres lieux ne soient pas des postes avancés du pouvoir qui surveillent tout. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le potentiel dont dispose le pays, en interne ou dans la communauté algérienne à l'étranger, c'est quand même malheureux de voir tout ce génie. Et nous avons vu pour une seule fois que les Algériens ont eu cette possibilité de d'exprimer ce génie, cette tolérance, son ancrage dans les valeurs de pacifisme, etc., malgré toutes les différences politiques, malgré tous les traumatismes politiques qui étaient en nous, mais un moment d'ambiance, un moment d'exercice plein de liberté a permis l'explosion, l'expression du génie des Algériens. Et on a la démonstration. Lorsqu'on évoque la nécessité d'aller vers une feuille de route, mais les Algériens, les groupes d'intellectuels, de citoyens, de partis, de la société civile, des hiérarchistes, on a fait tellement d'initiatives, tellement d'idées ont été produites que toutes ces idées, toutes ces volontés ont buté sur le refus entêté du pouvoir de laisser le peuple algérien exercer la plénitude de son droit. Et le premier des droits, c'est le droit de décider lui-même de son avenir. Lorsque le peuple est empêché de décider de son avenir, on ne peut pas le lui reprocher par la suite. On ne peut pas reprocher et faire porter la responsabilité des échecs et de la crise au peuple qui est lui-même victime de ces privations, victime de ces échecs, victime de ces crises. Bien que le cri de Mohamed Khelfaoui est un cri sage, est un cri de cœur qui est sincère. Mais aujourd'hui, est-ce que le pouvoir qui est lui-même responsable de cette crise et qui continue de produire la crise, est-il capable aujourd'hui d'en être lui-même la solution? Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, face à toute cette jeunesse qui fait preuve de dynamisme, d'envie de vivre le bonheur, de vivre pleinement leur vie, leur jeunesse, eh ben, on nous impose un système politique constitué de personnes, de pratiques d'un autre temps. Nous ne sommes pas dans le temps du monde. Nous ne sommes pas dans le temps de la modernité. Nous ne sommes pas dans le temps de la démocratie. Nous sommes dans la dictature. Et la solution est toute simple. Mettre fin à la dictature, laisser les Algériens exercer pleinement leur liberté, ils vont faire des miracles. Comme ils ont fait le miracle de la révolution, ils sont capables de faire d'autres miracles pour peu qu'on leur donne les moyens et qu'on ne dresse pas toutes sortes d'obstacles à leur dynamique, à leur souhait, à leur travail. Je pense que ce potentiel existe autant sur le plan politique que sur le plan scientifique. Il est quand même malheureux de voir que des hommes politiques de l'époque d'Aït Ahmed et de l'époque de Zouama qu'on a connu, on entendait de tous ces rapports-là, tous ces procès-là, ils ont été contraints à vivre dans l'exil, ils ont été poussés à l'exil, et de nos jours, le pouvoir continue de pousser les Algériens à l'exil. Combien d'universitaires, de jeunes docteurs, de jeunes doctorants, de jeunes professeurs qui se trouvent aujourd'hui contraints, poussés à l'exil parce que cette terre ne leur donne pas les moyens d'exister. Donc, mettre fin, lever tous les goulots, lever tous les obstacles, restituer l'Algérie aux Algériens. L'Algérie, comme l'a si bien expliqué Houari Addi, est colonisée, il faut la restituer aux Algériens. Et c'est la clé de la réussite, c'est la clé de l'avenir.
Merci beaucoup, Karim Tabou. Je rappelle, vous êtes opposant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci aussi à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, il était avec nous depuis Alger aussi. Merci à professeur Hawari Addi, professeur émérite en sociologie et Sciences Po de Lyon. Vous étiez avec nous depuis Lyon. Et merci aussi à Madame Nassira Dutoul, président du collectif des familles de disparus en Algérie. Elle était avec nous dans la première partie de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha. Voilà.